Bonjour et bienvenue pour ce webinaire que nous avons décidé de consacrer aujourd'hui à protection des salariés face au pic de chaleur. Donc, je suis Vincent Magano, responsable régional pour les thématiques développement durable à la CC Occitanie. Et aujourd'hui, du coup, on a choisi de traiter la thématique avec trois experts qui s'en présenteront à leur prise de parole. Merci à Thomas Bonzon de la CARSAT, Languedoc-Roussillon. Merci au docteur Chancelier et merci également à Virginie Nègre, toutes deux de la DRETS Occitanie. Donc on est ensemble pour 1 heure. On avait choisi la date, vous vous doutez bien, quelques temps à l'avance. Je pense que l'actualité nous a donné raison pour 2 points. Déjà, le contexte climatique fait que nous sommes en pic de forte chaleur. Donc on vous présentera dans un premier point ce contexte climatique. En temps numéro 2, du coup, le focus santé, quels sont les effets de cette chaleur et quels réflexes adopter. Ensuite, sur le troisième point, nous aurons le cadre réglementaire, comment il a évolué, quelles sont les nouvelles directives qui sont applicables aujourd'hui pour l'entreprise. Et ensuite, le dernier point sera consacré donc aux mesures de prévention que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez également accès au support. Et il y a également un temps de questions-réponses sur la dernière partie. Donc, pour cela, je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau dans l'espace de conversation. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat DCC Occitanie avec l'ADRETS Occitanie et l'ensemble des acteurs du plan régional santé-travail. Donc, le plan régional santé-travail, c'est quoi? Eh bien, voilà, on va vous le dire. Madame Nègre. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Virginie Nègre, responsable du service santé-sécurité à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, je suis accompagnée du docteur Chancelier, c'est pour ça que mon nom ne s'affiche pas en bas de l'écran. Juste quelques mots autour du plan régional santé-travail qui, à l'origine, est un plan national qui est décliné dans chaque DRETS. L'objectif de ce plan, c'est de fédérer tous les acteurs de la prévention autour d'actions opérationnelles concrètes en direction des entreprises et notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Ce plan, c'est le fruit d'une démarche collective, je l'ai dit, entre acteurs de la prévention institutionnelle, partenaires sociaux, services de prévention et de santé au travail, interentreprises et autonomes. Et il s'appuie sur un diagnostic territorial. Nous avons aujourd'hui 16 actions opérationnelles avec une centaine d'outils et nous proposons des sensibilisations régulières, dont celle d'aujourd'hui. Merci. Donc, on va passer la parole à Monsieur Bonzon pour la présentation du contexte climatique. Bonjour à tous. Je suis Thomas Bonzon, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon, responsable du Centre interrégional de mesures physiques. Et je vais commencer par vous parler du contexte climatique, parce que bien que aujourd'hui il n'y a peut-être pas besoin que je vous sensibilise sur l'importance de faire de la prévention des risques liés au travail à la chaleur. Mais en fait, dans d'autres périodes de l'année, les messages passent un peu moins. Alors voilà, aujourd'hui, l'actualité fait que effectivement tout le monde se dit c'est important, etc. Mais il faut voir un petit peu à plus long terme et l'importance que les vagues de chaleur auront dans les années à venir. Et donc, c'est un petit peu le but de cette première partie. Ce que nous apprennent les scientifiques et puis en fait ce qui a été clairement édicté dans le plan national de l'adaptation au changement climatique par le ministère de l'écologie. C'est que en fait à l'horizon 2100 on serait sur un monde qui serait à plus 3 degrés et sur une France à plus 4 degrés. Alors ça c'est bien évidemment par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, le réchauffement moyen en France, à savoir que notre territoire se réchauffe euh, plus rapidement que la moyenne mondiale, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement moyen en France, il est déjà de plus 1,7 degré.
À l'horizon 2030, c'est plus de degrés. À l'horizon 2050, c'est plus 2,7 degrés. Et ça, c'est un scénario moyen. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'en fonction des émissions de gaz à effet de serre, on aille au-delà de ça, en fait. Ce que nous apprennent les simulations de Météo France également, c'est que, en lien avec cette élévation moyenne de la température, on a des vagues de chaleur qui vont se multiplier, qui vont devenir plus intenses et plus longues et plus fréquentes. Donc, ce que vous voyez là en gris, donc en abscisse, c'est la durée des vagues de chaleur, et en ordonnée, c'est l'intensité en température. Vous voyez que les vagues de chaleur passées qui sont en grise, qui sont les petites bulles en grise, sont plutôt en bas, et que les vagues de chaleur prévisionnelles, c'est à l'horizon 2100, elles sont en jaune, et donc on voit qu'on aura des vagues de chaleur qui seront plus longues et plus intenses. À voir que la canicule de 2003, qui a été avec les impacts sanitaires que l'on connaît, est en rouge ici. Donc on voit que en termes d'intensité, elle était plutôt dans une moyenne haute par rapport à ces projections, et en termes de durée, relativement faible par rapport à ce qu'on va pouvoir connaître. Donc, je vais revenir rapidement sur les définitions, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de termes, et il faut savoir ce qui se cache derrière les termes. Une vague de chaleur, c'est un phénomène météorologique où les températures de l'air, pendant la journée et la nuit, sont anormalement élevées par rapport aux températures moyennes de la période. Et donc, il y a un risque pour la population en général, et plus particulièrement pour la population fragile ou surexposée, les jeunes enfants, les personnes âgées, etc., ou les personnes qui vont subir les conséquences de manière plus importante du fait de leur logement qui n'est pas suffisamment protégé. Et puis, le refroidissement nocturne qui est habituel, il n'est pas suffisamment efficace pour permettre aux personnes de récupérer. Un dôme de chaleur, c'est la même chose, mais plus localisé. C'est ce que va connaître typiquement l'Île-de-France ce week-end. Et puis, donc en fait, si cette période vague de chaleur ou dôme de chaleur, elle est relativement courte, 1 à 2 jours, on appelle ça un pic de chaleur. Et si cette période, elle se prolonge au-delà, c'est-à-dire qu'elle dépasse 3 jours, 3 nuits, alors à ce moment-là, on parle de canicule. La canicule, il faut savoir qu'il y a des critères qui sont différents selon les départements. Typiquement, les critères météorologiques qui permettent de définir une canicule typiquement à Toulouse par rapport à une canicule à Lille ne sont pas du tout les mêmes, vous le voyez là. Donc à Toulouse, ça sera 36 degrés la journée et 21 degrés la nuit. À Lille, c'est des 32 degrés le jour et 15 degrés la nuit. On a recensé les températures les plus élevées depuis 1900 en France en 2019. Avec 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault, et 46 degrés également, 45,9 à Galargues-le-Montieux dans le Gard. Donc ça concerne directement notre région, avec des températures qui sont de plus en plus élevées. Les années les plus chaudes, on le voit, elles sont toutes depuis les 10 années les plus chaudes que notre pays ait connues, elles ont toutes eu lieu depuis le début des années 2000, enfin depuis 2000. Donc ça se multiplie. Et puis on a aussi un phénomène qui est important, c'est le phénomène des îlots de chaleur urbains, parce qu'on peut avoir localement en ville des élévations des températures relativement importantes de plusieurs degrés par rapport à ce que l'on peut avoir à l'extérieur des villes. Alors, en ce qui concerne la sinistralité au travail, on a eu une relativement bonne vision de ce qu'est la sinistralité en population générale. Par contre, sur la sinistralité au travail, on a encore une vision très limitée. On a des indications via les bulletins annuels de Santé publique France qui reprennent les informations qui sont remontées par la DGT sur les
accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur, sans avoir de certitude que justement on ait une exhaustivité sur ces accidents du travail mortels. Ce que l'on voit, c'est que globalement, chaque année depuis 2019, depuis qu'on a ces bulletins, on a environ une dizaine d'accidents du travail mortels identifiés en lien possible avec la chaleur par la DGT, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas plus, hein. On peut avoir tout à fait des malaises, des accidents, des chutes, etc., qui soient liés à des malaises, à des choses et sur lesquelles on n'a pas identifié que le facteur principal était la chaleur. On voit quand même qu'il y a une spécificité globalement avec un impact très important sur les hommes en particulier qui travaillent notamment dans le BTP et dans l'agriculture, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui sont concernés, mais on voit qu'il y a un impact très important sur ces secteurs d'activité-là. Et puis donc, je vais passer la parole au docteur Chancelier qui va vous parler donc des effets sur la santé et de la prévention. Bonjour à tous, je suis le docteur Marie-Ange Chancelier, je suis médecin inspecteur du travail à la DREETS Occitanie. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous sensibiliser sur le fait que l'être humain n'est pas tout à fait fait pour ni travailler ni faire du sport en période de forte chaleur. Donc, cette présentation, il y a ce que je vais vous expliquer, et puis peut-être à lire à tête reposée, parce que mes diapos, j'en ai conscience, sont un peu chargés pour un petit peu se rappeler ce qu'on vous a dit là, puisque ce n'est pas tout à fait l'approche habituelle. J'ai eu envie de vous faire une approche par rapport à la physiologie humaine. Donc, l'idée, c'est de rappeler quand même que l'être humain est ce qu'on appelle un homéotherme. Donc, on a besoin d'avoir une température centrale à 37, plus ou moins 5 degrés pour être capable de fonctionner. Même en dehors de tout épisode de chaleur, le corps humain, pour fonctionner, a ce qu'on appelle un métabolisme basal. Ce métabolisme basal, il fabrique à peu près, ça correspond à, on va dire quoi, 80 watts. Et ces watts sont convertis en chaleur en interne dans le corps humain. Et pareil, pour se donner une idée, pour bien comprendre comment c'est important tous ces mécanismes de régulation dont je vais vous parler, c'est donc on est hors épisode de chaleur, au repos. On fabrique 80 watts. 80 watts va être transformé en chaleur pour être éliminé. Ça correspond à 1 degré sur une masse volumique de 70 litres. 70 litres, c'est un bonhomme, c'est un être humain. Donc déjà, hors chaleur, en permanence, le système de thermorégulation du corps humain est en action pour pouvoir, au fil de l'eau, évacuer toutes les heures 1 degré. Donc, c'est important voilà, je pensais que c'était important de vous le repérer. Maintenant, on va passer un petit peu dans le système, on va revenir comme ça, on va passer de la chaleur à pas la chaleur pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, dans le Code du travail, on ne trouve pas de chiffres clairs pour dire travailler à la chaleur, c'est au-delà de temps. Donc, je vous ai remis ici les chiffres de l'INRS. Donc, l'INRS estime que travailler à la chaleur pour une activité sédentaire, c'est à partir de 30 degrés Celsius, et pour un travail nécessitant une activité physique, c'est à partir de 28 degrés. Donc, avec tout ce qui a été dit avant, on comprend bien qu'on va vite être dans la difficulté. Donc, ça, je vous l'ai expliqué. Le repos, je vous l'ai dit. Pareil, je ne vous détaille pas, mais il y a une variation dans la journée, mais ça, ce n'est pas important pour ce qu'on dit ici. Mais quand un travailleur qui travaille en base sur un travail physique assez sollicitant, il va développer à peu près, en plus de ce qu'on a dit en métabolisme basal, 50 à 150 watts. Donc, c'est encore de la chaleur générée par le corps, hors le fait d'être sous un stress thermique. Et puis, je vous ai mis, c'est à titre anecdotique, vous regarderez, c'est combien peut développer un sprinter de haut niveau. Donc là, c'est bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde et ce n'est pas le monde du travail. Donc, pour maintenir la température constante dans le corps, il faut comprendre que le noyau central, il doit rester sur les 37 plus ou moins. Alors, pourquoi je vous ai mis le plus ou moins 5? C'est que si vous écartez les deux, vous êtes mort. 37 plus 5, on est 42, c'est fini. Donc voilà, cet écart, il est important. Le thermostat, il est réglé beaucoup plus, avec un écart type plus faible.
Et la partie du corps qui va pouvoir se modifier en température, ce sont les parties externes et c'est essentiellement la peau. C'est pour ça qu'on transpire, c'est pour ça qu'on a la peau chaude quand on est à la chaleur. Il y a d'autres mécanismes pour évacuer la chaleur, mais par exemple l'air expiré, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Pour vous donner une idée, un chien ne peut pas transpirer comme nous, il halète à la chaleur parce qu'il va perdre la température. Enfin, il va perdre par sa respiration et par sa langue. Mais bon, nous, c'est vraiment, quand on met ce mécanisme-là en branle, c'est que ça ne va pas du tout, quoi. Donc, la base, je vais vraiment rester sur la peau. Donc, les échanges, ils peuvent se faire de différentes façons, radiation, convection, etc. Je vous ai mis entre parenthèses ce que ça voulait dire. Je ne pense pas qu'il faut aller aussi loin dans le détail sur cette présentation. Ce que je voulais vous expliquer, qui me semble très important, c'est la notion de thermostat du corps humain. On a réparti partout dans l'organisme comme des petits récepteurs qui vont mesurer au niveau central quelle est la température à laquelle on est en train de fonctionner. Le système nerveux central a le thermostat réglé en disant il ne faut pas dépasser temps ou pas aller plus. C'est pareil quand on est exposé aux températures très faibles, hein. Donc, il y a un thermostat qui est pré-réglé. Quand ces cellules mesurent que la température commence à monter, elles vont envoyer des signaux dans le système de régulation, très complexe, mais le gros, c'est l'hypothalamus, c'est quelque chose qui est dans la tête, qui est dans le cerveau. Et puis, ces signaux de mesure vont être comparés à la température qu'on veut obtenir, et c'est là qu'on va mettre en route les réactions physiologiques d'adaptation, de thermorégulation, donc adaptation de la circulation. Donc là, je ne vous irai pas très loin dans l'adaptation de la circulation, on va juste parler de ce qui se passe au niveau de la peau, mais il faut bien comprendre, je vous le dis quand même un petit peu, vous verrez pourquoi c'est important après, que si on adapte la circulation au niveau de la peau, on change complètement la façon de circuler du volume sanguin dans l'organisme. Ça veut dire que tout le sang est dirigé vers la peau. Si à ce moment-là, je fais un gros repas super lourd, je ne vais plus pouvoir bien diriger mon sang sur mon tube digestif pour digérer correctement. Et si à ce moment-là, je fais un effort physique très important, je vais avoir plus de mal à envoyer du sang sur mes muscles pour me permettre un travail physique important. Je vais pouvoir le faire si je suis parfaitement en bonne santé, que je ne prends pas de traitement, une adaptation de mon rythme cardiaque. Tout le monde sait, pour approcher ça un petit peu, il suffit de réfléchir quand on fait un effort physique, un vrai effort physique soutenu, on voit dans quel état on est, la fréquence cardiaque augmente, la fréquence respiratoire, c'est un peu les mêmes mécanismes. Voilà, donc ça c'était important. Alors, tous ces systèmes de régulation, on n'est pas équivalents dans notre lutte face à la chaleur, ou même dans notre façon de faire sortir la chaleur supplémentaire qu'on produit en interne. Donc, je vous ai mis là les cas où c'est moins performant. Pourquoi je les ai mis là? Parce que c'est exactement la notion de personnes vulnérables à la chaleur. Donc, on est vraiment sur le même schéma. Quand on cherche les personnes vulnérables à la chaleur, elles sont là. Donc, sujets âgés, les gens jeunes, ceux qui sont porteurs de pathologies chroniques. Prise de traitement, j'attire l'attention sur la prise de traitement. Les trois que je vous ai mis, c'est ceux dont on parle à chaque fois. Il faut quand même se rappeler que quand on prend un médicament, quelle que soit la situation, c'est comme si on mettait un certain volume dans un grand verre d'eau. Si je dois mettre en branle mes mécanismes de régulation à la chaleur, donc j'ai une hypersudation, je vais me déshydrater un peu, et donc ça veut dire que la concentration de mon médicament dans mon corps va augmenter. Donc ça, indépendamment du type de médicament. C'est pour ça que les personnes âgées, par exemple, tombent, elles prennent un hypertenseur, elles oublient de boire, elles ont l'hypertenseur qui monte en concentration dans leur organisme, donc elles sont hypotendues et elles tombent. C'est comme ça qu'on a les accidents l'été. Bien sûr, donc, il y a le sexe, il y a la grossesse, la morphologie. Les gens qui ont une surcharge pondérale ont beaucoup plus de mal à lutter contre la chaleur, les habitudes de chacun, les alcools, les stupéfiants. Et puis enfin, il faut, nous, ça nous intéresse au premier plan, là, c'est le port des équipements, donc des vêtements, et puis après, des équipements de travail il faut qu'ils soient adaptés pour permettre au corps humain d'utiliser sa thermorégulation. Je l'ai beaucoup entendu, parce que j'ai entendu d'autres présentations, c'est pour ça que je l'ai mis en bas en gras et en rouge, la notion que les personnes acclimatées pourraient s'adapter mieux à la chaleur. Attention à cette notion-là, c'est pas parce qu'il fait super chaud depuis 15 jours que du coup on peut y aller, surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Quand on dit on est acclimaté à la chaleur, ça va permettre par exemple de diminuer la température centrale en évaporant moins d'eau. Mais de toute façon, on va quand même évaporer de l'eau. Donc, on reste sur des mêmes limites de vie. On ne fait pas des meilleures performances sur l'acclimatation. Les seuls qui font des meilleures performances, toujours, c'est important cette comparaison-là, ce n'est pas le même monde que le monde du travail. Ce sont les sportifs de haut niveau.
Donc, eux, ils s'entraînent à la chaleur pour pouvoir monter leur performance, ce d'autant s'ils vont faire une compétition dans un pays où il fait super chaud. Sauf que eux, ils vont faire one shot. C'est-à-dire qu'ils vont s'acclimater, ils vont faire un effort extrême, et derrière, il y a toute une batterie de médecins, de kinés, de machins qui les remettent en état, et c'est tenable. Alors que nous, là, on parle de l'adaptation pour le travail, où ce sont des journées de travail de 6-8 heures en fonction. Donc, c'était vraiment un point. Là, je vais pas vous le détailler. Simplement, je vous l'ai dit un petit peu avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les mécanismes se mettent en branle, c'est en chaîne. Hein. C'est-à-dire, je commence par avoir chaud, je ne transpire pas. Quand j'ai dépassé ce que je peux faire avec ma peau au contact de l'air, l'air est plus chaud que ma peau, je suis obligée de transpirer. Et au bout d'un moment, quand j'ai trop transpiré, ben, je ne sais plus faire. Donc, c'est vraiment, voilà. Tout ce système, il a des limites. Donc, j'ai vraiment fait screener la littérature, ils donnent tous à peu près les mêmes trucs. Hein. Donc, au repos sur une température de l'air non supérieure à 35, avec un vent de 1 mètre seconde, il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a aucun problème, le système est capable de faire le taf. À l'exercice, si la température de l'air est supérieure à 37 degrés pour un exercice de 100 watts, c'est un ouvrier qui travaille sur une tâche pas très importante. Au-delà de ça, la sudation est insuffisante et on met en branle des systèmes de régulation plus importants. De tout ce que je vous ai dit là, si vous ne retenez pas tout, on s'en fiche. Ce qui est super important, c'est de se dire qu'il y a le risque de déshydratation, que ce soit l'effort, que ce soit l'homme à la chaleur, que ce soit l'effort sans chaleur. Et alors, si on fait l'effort et qu'en plus il fait chaud, le risque de déshydratation, il est majeur. Vous avez compris qu'on perd de l'eau, mais dans la sueur, on perd aussi beaucoup de sels minéraux. Et ces sels minéraux, il va falloir les attraper quelque part. Donc, en fait, on dit tout le temps bien boire pour s'hydrater. Pas oublier, le vrai conseil, c'est bien boire et manger régulièrement des petites quantités pour ne pas faire un effort pour digérer, mais des petites quantités, normalement salées, normalement sucrées. C'est vraiment très important pour éviter d'avoir des soucis. La dernière chose qui est hyper importante que je n'ai pas voulu écrire, il y a une façon assez simple de se surveiller, c'est comme pour les bébés. Le bébé qui se déshydrate, on ouvre la couche, il n'y a jamais de pipi. Si vous n'allez pas aux toilettes dans un contexte de travail ou dans un contexte de chaleur, c'est que quelque chose ne va pas, vous ne buvez pas assez. C'est vraiment un très très bon repère pour tout le monde. Alors là, on va vraiment rentrer sur les performances moindres de l'homme quand il est dans un environnement de chaleur. Donc, on a à la fois une baisse de la vigilance, une baisse des temps et une augmentation des temps de réaction. Donc, on a une capacité cognitive altérée, y compris pour les gens qui travaillent dans les bureaux. On a l'endurance et la performance physique qui diminuent. Tout le monde sait, hein, on devient irritable à la chaleur. Bon, voilà, ça peut être embêtant quand même. Et puis, il y a un risque d'accident majoré. Alors, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a le risque d'accident parce qu'on a effectivement les temps de réaction, etc. Mais il y a un accident tout bête aussi, c'est comme on est moite, comme on est plein de transpiration, on peut échapper à un outil. Donc ça peut être une vraie difficulté. Alors, les signes, je vous ai mis là les signes d'épuisement liés à la chaleur. Ça correspond aux signes de déshydratation, mais ils sont présentés dans pas mal d'endroits dans la littérature sur épuisement lié à la chaleur pour bien que les gens percutent que le premier truc à faire quand on a ces signes-là, c'est on arrête, on se met au repos. Donc, ce sont les maux de tête, les crampes musculaires, les pieds qui gonflent, les chevilles aussi, des petits boutons rouges à la chaleur pour certains. C'est pas tous les signes en même temps, mais tous ces signes doivent alerter. Une fatigue inhabituelle ou une sensation d'épuisement, un malaise généralisé. Les gens ne savent pas décrire, ils ne se sentent pas bien. Voilà, les signes de déshydratation, c'est la soif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la respiration augmente, la tension baisse, on est étourdi, on a des maux de tête et ça peut aller jusqu'à la confusion. Et on peut avoir des nausées, des vomissements. Alors là, c'est un peu embêtant si on vomit, puisqu'on perd déjà de la sueur par la peau, plus on vomit, on perd encore du liquide en vomissant. Voilà, il ne faut pas arriver jusque-là. J'ai eu envie de vous faire un petit zoom sur le coup de chaleur, parce que pareil, j'entends des fois dans des réunions, le coup de chaleur, on met les gens à l'écart et puis ça va aller mieux. Non, non, non. Donc, en réanimation, tous les réanimateurs le savent, le coup de chaleur, c'est une urgence médicale absolue. Le pronostic vital est engagé. Alors, pourquoi le pronostic vital est engagé? Parce que la définition du coup de chaleur, la température centrale de l'organisme est au-dessus de 40. Au-dessus de 42, on ne s'est pas réanimé. Donc, on n'est pas loin quand même. Hein. Donc voilà, c'est associé à des troubles neurologiques, donc on peut pas se tromper. Hein. C'est délire, convulsion, coma.
Et ça peut être suivi d'une défaillance multiviscérale. Donc la question qui vient souvent, c'est quoi le signe précurseur de coup de chaleur? Eh ben, on va pas les attendre parce que vous avez vu, c'est quand même assez, on est déjà dans un état critique. Donc c'est dès qu'on a les signes de l'épuisement à la chaleur, c'est là qu'il faut agir. Sinon, si on attend cela, si on attend convulsion, coma, c'est quand même très, très, très embêtant. Donc, il y a deux types de coups de chaleur, mais ça, je voulais pas le présenter, vous le lirez tranquillement. Mais ce que je voulais quand même vous rappeler, c'est que malgré toutes les améliorations qu'on a en réanimation dans la prise en charge, et ça, en 30 ans, ça a énormément changé. Le taux de mortalité et de morbidité neurologique, c'est-à-dire les séquelles neurologiques après un coup de chaleur, sont élevés. Le nombre de décès, 15 à 25% des gens qui ont un coup de chaleur, qui sont pris correctement en charge en réanimation avec le SAMU qui est arrivé dans des délais records, 15 à 25% des gens décèdent. Et puis, j'ai vu tout à l'heure, on vous a parlé de l'été 2003. Moi, j'étais un peu déçue de ne pas avoir trouvé les chiffres plus récents, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, du coup, ça fait raccord. En 2003, sur les 15 000 victimes officielles en France, on sait tous que les chiffres sont plus gros, mais bon, après, il y a les comptages, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, il y a 2800 morts qui sont attribués au coup de chaleur. Donc, on n'est pas là, c'est un chiffre global, hein, population générale, on n'est pas sur le monde du travail. Alors, ici, la conduite à tenir, donc ça découle de ce que je vous ai dit avant. Il n'y a pas, c'est sur tous les symptômes, les maux de tête, les sensations de fatigue, etc. Tout de suite, on met en route cette conduite à tenir et qu'il faut diffuser dans l'entreprise. Dans une entreprise, il y a un salarié sur 10, sauveteur secouriste du travail. Là, sur ces périodes de forte chaleur, on peut se retrouver tout seul, à deux, à bosser dans un coin. Il faut que tout le monde sache ce que je fais. C'est pas grave si on a appelé le 15 pour rien, en espérant qu'on ne va pas le saturer, mais enfin, ils sont là pour ça. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui rassure, qui dit on attend un peu, on va voir si on décale un camion, plutôt que d'avoir attendu et de se dire on rafraîchit le copain et puis ça va pas bien, il commence à convulser, j'appelle le SAMU. Là, il y a une perte de chance en termes de survie qui est énorme. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis la conduite dans ce sens-là. Vous remarquerez un truc qui est jamais d'habitude, qui n'est pas évident quand on parle de travail. J'ai mis l'alerte de l'employeur tout en bas. C'est-à-dire qu'on voit, moi j'ai travaillé un peu dans le BTP, on voit des gens qui courent dans tous les sens, il y en a un qui n'est pas bien, on va chercher le chef de chantier, etc. Là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. On s'occupe d'abord du collègue qui est en difficulté. Donc, tout de suite, on demande à un autre collègue qui l'appelle le 15. On fait arrêter tout de suite l'activité, pas dans 5 minutes, pas j'ai fini mon truc, on arrête, quitte à ce qu'un autre collègue aille refermer le pot ou éteindre la machine, c'est pas un problème. On transforme à l'ombre dans un endroit frais, vraiment dans un endroit frais, c'est mieux. On fait bien attention, on n'hésite pas, hein, s'il a les EPI, tout ça, tout de suite, on vire les EPI, il faut déshabiller, c'est très important. Il faut que le corps puisse être de nouveau capable de thermoréguler. On asperge le corps d'eau fraîche, on met des linges humides, donc là j'ai repris un truc qui était écrit, mais on en met sur la tête, on en met à la racine des membres, on met sur la nuque. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre du glacé en périphérie. Du glacé en périphérie, c'est-à-dire juste sur la peau et sur les membres, on peut se retrouver, en fait le système cardiovasculaire, c'est plus où il en est. Donc, il faut vraiment faire comme c'est marqué là. C'est de l'eau fraîche partout, des linges humides. On met dans une pièce ventilée. S'il n'y a pas de ventilation, on fait avec les moyens du bord, ça ne fait rien. Un bout de carton et on ventile, mais ça va aider le corps à se refroidir. Si la personne est consciente, on la fait boire, elle a très soif, on la fait boire, mais vraiment on l'oblige. C'est embêtant, mais c'est comme ça. On est directif et c'est des petites quantités. Si on met des grosses quantités, on peut s'intoxiquer à l'eau, c'est encore une autre pathologie. Donc ce sont des petites quantités. Et puis on laisse pas on laisse pas le collègue en disant il va mieux et on verra. Non, non, on le surveille, on reste avec lui. Il faut mettre quelqu'un avec lui. Et où ça va mieux, et là, on va pouvoir partir. Mais sinon, on ne laisse pas les gens tout seuls en se disant, je vais donner à boire et je les rafraîchis, je reviens dans 15 minutes. Ça peut basculer assez rapidement. Si la personne n'est pas consciente, bon, bah, là, c'est autre chose. On se retrouve, c'est les secouristes du travail, mais bon, on met en position latérale de sécurité. Si on ne sait pas faire, on s'en fout. L'idée, c'est de le mettre de côté, de façon à ce que s'il vomit, il ne se vomisse pas dans les bronches. Donc, il n'y a pas besoin de technicité. Voilà, et on reste auprès de la personne en attendant les secours. Voilà, et l'employeur en dernier.
Désolée pour les employeurs, mais c'est la meilleure façon de faire. Ensuite, alors, j'avais préparé un petit peu pour vous monter la prévention, mais c'est très, très redondant avec ce que vont vous dire les collègues derrière. Donc, je ne vais pas vous présenter ce que j'avais prévu. Juste, j'ai mis cette diapo. Je crois que vous avez bien compris le message de ma présentation, hein. Ça n'existe pas les mesures qui font qu'on peut bosser à l'aise par forte chaleur. La meilleure prévention, c'est d'éviter. Donc, c'est pour ça que toutes les mesures de prévention qui vont être montrées, c'est vraiment important, c'est on organise en amont. Et puis l'autre truc, je fais un petit zoom sur ce que je voulais dire en amont, c'est pas il y a bientôt l'alerte canicule, au fait, est-ce qu'on a un local réfrigéré, est-ce qu'on a acheté ce qu'il faut, non, non, il faut le penser l'hiver en fait, il faut faire les réunions l'hiver et se projeter un petit peu et acheter le matériel pour quand on en aura besoin. Et en fait, et après la dernière chose, donc tout le prévention collective individuelle, ça vous sera dit après, je voulais insister sur la notion de informer et former les salariés à dire au médecin du travail lors de la visite médicale ou lors d'une visite à la demande du salarié qui peuvent demander à tout moment à bien expliquer si on a des pathologies particulières, si pour les femmes, si elles sont enceintes, si on prend des traitements. Enfin, vraiment être honnête par rapport à ça, puisque le médecin du travail pourra, s'il estime que la personne est particulièrement vulnérable à la chaleur, adapter son poste de travail juste pour cette période. Voilà, merci de votre attention. Merci, docteur. Du coup, Virginie, je pense que vous avez la main pour la partie suivante. Oui, complètement. Alors, attendez. La main, je l'ai déjà. T'as plus qu'à cliquer. Oui, excusez-moi. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter le cadre réglementaire qui a été renforcé depuis peu, hein, et de vous expliquer un petit peu les exigences de la réglementation actuelle, sachant qu'un décret est passé le 27 mai 2025. Ce décret est relatif à la protection des travailleurs contre le risque lié à la chaleur et est applicable à partir d'aujourd'hui. Mais je tiens à souligner que si aujourd'hui, il y aura probablement des démarches de contrôle, d'information, de sensibilisation, l'idée aussi de ce texte, comme l'a souligné le docteur Chancelier, c'est de pouvoir travailler en amont tout au long de l'année sur l'évaluation des risques liés à la chaleur. Alors, pourquoi ce décret? Donc, ça ne vous aura pas échappé. Je pense que M. Bonzon l'a bien souligné en début de présentation. La situation, entre guillemets, ne va pas aller en s'améliorant et le nombre de vagues de chaleur s'amplifie, se multiplie. Et il était important que le Code du travail suive. Donc, ce décret précise et renforce les obligations de prévention contre les risques liés à la chaleur. Sont concernés les employeurs, les travailleurs, les maîtres d'ouvrage, les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, mais également les travailleurs indépendants et employeurs qui exercent une activité sur les chantiers du BTP et les travailleurs indépendants et employeurs qui exercent une activité lors de travaux en hauteur dans les arbres et sur les chantiers forestiers et sylvicoles, ainsi que les donneurs d'ordre de ces derniers chantiers. Pourquoi ces nouvelles dispositions? Il faut savoir qu'il y a un nouveau chapitre qui a été introduit dans le Code du travail. Ce sont les articles R4463-1 et suivants du Code du travail. L'idée est de mettre en place des dispositions spécifiques en cas d'épisode de chaleur intense. Alors, les objectifs, ils sont assez simples. C'est d'abord renforcer l'obligation de prévention, même si elle existait déjà. Aujourd'hui, elle est largement renforcée. C'est formaliser les seuils d'alerte. On va voir que ces seuils d'alerte se calent sur les vigilances météorologiques. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la France qui est en vigilance orange. Il y a également des vigilances rouges. Donc, il y a des dispositions particulières à prendre. Préciser les mesures minimales obligatoires, hein. Élargir à tous les secteurs, puisque le Code du travail était essentiellement dirigé vers le secteur BTP et donner à l'inspection du travail un cadre clair pour agir. Mais je vais revenir sur chacune de ces dispositions. Donc, certaines dispositions ont été prises et l'idée, c'est qu'elles concernent tous les travailleurs et tout au long de l'année. Alors là, on a fait un petit tableau avec avant, après, pour que vous puissiez un petit peu mesurer ce qu'il en est. Donc, avant,
les dispositifs relatifs à l'ambiance thermique sur les lieux de travail concernaient essentiellement la saison froide, c'est-à-dire qu'il y avait une obligation, pour faire simple, de chauffer à une température convenable les locaux fermés. Aujourd'hui, cette obligation générale de maintenir à une température adaptée l'activité des travailleurs, elle concerne toutes les saisons, c'est-à-dire que lorsque les travailleurs travaillent dans des locaux fermés, il va falloir maintenir une température convenable, hiver comme été, et y compris en période de forte chaleur. Ça signifie peut-être un système de rafraîchissement, voire de climatisation. En ce qui concerne la boisson, pour tous les travailleurs, il était spécifié que l'employeur devait mettre à disposition de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Aujourd'hui, l'obligation est de mettre à disposition pour tous les travailleurs une quantité suffisante d'eau potable et fraîche pour se désaltérer et se rafraîchir. On voit bien, d'après ce qu'a dit le docteur Chancelier, que l'idée de se rafraîchir est très importante. En ce qui concerne l'adaptation des postes de travail extérieurs et des équipements de protection individuelle, il était indiqué que les postes de travail devaient être aménagés de sorte que les travailleurs soient protégés dans la mesure du possible des conditions atmosphériques. Aujourd'hui, le terme « dans la mesure du possible » a été enlevé. On l'a remplacé par « impérativement ». Tous les postes de travail doivent être impérativement aménagés de sorte qu'ils protègent les salariés contre les effets des conditions atmosphériques, donc hiver comme été. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, on ne citait pas explicitement le risque chaleur. Aujourd'hui, il est explicitement cité. Les EPI, équipements de protection individuelle, doivent explicitement être choisis en tenant compte notamment des conditions atmosphériques. On y reviendra. Thomas Bonzon y reviendra plus tard. Je vais m'attarder maintenant sur ce nouveau chapitre du Code du travail, cette nouvelle catégorie de risques qui sont les risques liés aux épisodes de chaleur intense. Alors, je dis nouvelle catégorie de risques, ils existaient déjà, mais ils sont formalisés aujourd'hui de manière spécifique. Je vous l'ai dit, on a élargi à tous les secteurs d'activité, peu importe l'environnement de travail, qu'il soit extérieur, intérieur, pour pouvoir permettre à tous les travailleurs d'être protégés contre le risque chaleur. Et c'est justement l'activité du dispositif de vigilance canicule de Météo France qui va déclencher automatiquement une obligation de mettre en place des mesures adaptées. Alors, on les connaît tous, ce sont les niveaux de vigilance jaune, orange et rouge qui déclenchent l'obligation d'évaluer, de mettre en place en face des mesures. Je suis en vigilance jaune, qu'est-ce que je fais? Je suis en vigilance orange, qu'est-ce que je fais? Je suis en vigilance rouge, qu'est-ce que je fais? Et je vais revenir sur ce qu'a dit Thomas Bonzon au début de son intervention. Si vous intervenez dans une autre région, un autre département, un autre territoire que le vôtre, vous devez vous caler sur les vigilances météo de ce département. En ce qui concerne l'évaluation des risques professionnels, il est évident, et depuis toujours, que l'employeur doit évaluer tous les risques, y compris celui lié aux épisodes de chaleur. Mais aujourd'hui, ce nouveau chapitre du Code du travail met en place une obligation renforcée en intérieur, en extérieur. Il doit être clairement intégrer le risque chaleur et l'obligation de définir des mesures et actions de prévention. Qu'est-ce que je fais en période de forte chaleur? L'article R4463.3 du Code du travail liste de manière non exhaustive, et j'insiste sur le non exhaustif, des mesures à mettre en œuvre, et je vais revenir moi aussi sur les principes généraux de prévention. Le premier principe général de prévention, c'est la suppression du risque. C'est-à-dire que je suis en période de vigilance rouge, je sais que je mets en danger mes salariés, j'arrête mon activité. Ensuite, plusieurs dispositions peuvent être prises. D'abord, la mise en place des procédés de travail qui ne nécessitent pas d'exposition à la chaleur ou une exposition moindre. Donc, je ne peux pas complètement arrêter mon activité, mais je vais essayer de moins exposer mes salariés. Ensuite, aménager et agencer ces locaux et ces postes de travail de telle sorte que les salariés soient moins exposés. On est en extérieur, des zones d'ombre, des locaux climatisés pour se rafraîchir. Aussi adapter l'organisation du travail, c'est-à-dire on limite la durée, on limite l'intensité de l'exposition et on prévoit des périodes de repos, des périodes de pause plus longues.
Ensuite, il faut augmenter autant que nécessaire, et j'insiste sur le autant que nécessaire, l'eau potable et fraîche mise à la disposition des travailleurs. Et j'insiste sur le fait que cette eau, elle doit leur servir à boire de manière régulière, mais aussi à se rafraîchir. Et cette eau doit être à proximité des postes de travail. Il ne s'agit pas de faire 200 mètres à chaque fois qu'on doit boire un verre d'eau. Il faut également choisir des équipements de travail qui permettent de maintenir une température corporelle stable. Je ne vais pas revenir sur ces notions qu'a largement développé le docteur Chancelier. Choisir des équipements de protection individuelle adaptés et appropriés pour limiter, voire compenser les effets des fortes températures. Et surtout, former et informer les travailleurs au comportement à adopter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Alors, comportement, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux pas, mais aussi qu'est-ce que je fais si un salarié, un collègue de travail se trouve en situation de vulnérabilité. Et d'ailleurs, je vais reprendre ces situations de vulnérabilité. Il va s'agir pour l'employeur d'identifier ces travailleurs qui sont particulièrement vulnérables aux risques liés aux fortes chaleurs. Et pour ce faire, il va devoir se rapprocher de son service de prévention et de santé au travail pour pouvoir mettre en place des mesures adaptées. L'employeur, il doit aussi définir les modalités de signalement en cas de malaise et de détresse, et il doit également le faire avec son service de santé. Il doit définir les comportements à adopter pour porter secours aux autres travailleurs. Et enfin, je vais insister sur un point qui existe depuis très longtemps dans le Code du travail, mais qui doit être rappelé aujourd'hui. Il est interdit de faire travailler les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des températures extrêmes. Donc, si aujourd'hui vous embauchez un alternant, un apprenti, un jeune pendant la saison chaude, il va vous falloir appliquer cette interdiction. On parlait d'évaluation des risques professionnels, de documents uniques. Les plans de prévention, les PPSPS, les PGC doivent également explicitement intégrer les risques liés à la chaleur avec des mesures concrètes en face. En ce qui concerne les chantiers, l'employeur doit, je l'ai dit et je répète, mettre à disposition, alors quand je dis chantier, c'est également les chantiers du secteur agricole, un chantier BTP du secteur agricole, les postes extérieurs. Les travailleurs doivent avoir à disposition de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Mais parfois, il n'est pas possible de mettre en place l'eau courante. Je dis bien, il n'est pas possible quand c'est vraiment impossible. Alors, la quantité d'eau à mettre à disposition à cette fin est d'au moins 3 litres par jour et par travailleur. Alors, je vous l'ai dit, l'idée, c'est de respecter les principes généraux de prévention et parfois, on ne peut pas continuer à travailler quand les chaleurs ne le permettent pas. Dans ce cas, et quand les niveaux de vigilance sont orange ou rouge au niveau des alertes météorologiques, vous avez le droit au bénéfice de l'indemnisation des arrêts de travaux pour intempéries pour les entreprises du BTP. Et c'est quand vous ne pouvez pas être indemnisé à ce titre que vous pouvez demander à l'État de bénéficier de l'activité partielle, mais dans ce cas, les dossiers seront étudiés au cas par cas. Je terminerai sur les contrôles de l'inspection du travail qui se mobilisent pas uniquement cette année parce que ce décret vient de sortir, mais chaque année pour contrôler et préserver la santé et sécurité des travailleurs à la fois en poste extérieur, en poste intérieur. De nombreuses opérations de contrôle vont être organisées. Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas avant, l'agent de contrôle de l'inspection du travail va pouvoir mettre en demeure l'employeur de prendre des dispositions adaptées pour préserver la santé et sécurité des travailleurs. Et si cette mise en demeure, qui en principe va durer 8 jours, n'est pas respectée, il aura la possibilité de relever l'infraction dans le cadre d'un procès verbal. L'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est bien entendu de faire de la prévention, mais parfois les contrôles sont nécessaires pour faire appliquer la réglementation et préserver la santé et sécurité de tout le monde. Voilà, j'en ai terminé. Juste vous dire que j'ai mis à la fin de mon diaporama d'abord un petit document qui
peut vous permettre d'avoir les bons réflexes, comment se préparer, comment bien agir, et ensuite des outils qui sont à disposition sur le site Internet, notamment du ministère du Travail. Il faut le savoir, mais j'y reviendrai après probablement en fin de webinaire, que nous, on a également mis à disposition de toutes les entreprises, de tous les acteurs de la prévention, une fiche synthétique, technique sur le site Internet du plan régional santé-travail, mais je vais laisser la main à nouveau à la CARSAT. Alors, je reprends la suite donc pour vous présenter quelques mesures de prévention opérationnelle et quelques outils pratiques pour les entreprises. Donc, la première partie qui est importante, c'est la partie évaluation des risques. Même si effectivement il y a des niveaux de vigilance, etc., qui sont donnés par Météo France, c'est quand même important d'évaluer les risques parce qu'il se peut que sur des niveaux de vigilance relativement bas, on puisse avoir des risques pour les salariés. Typiquement, on peut très bien ne pas être sur une canicule, mais être sur un pic de chaleur et avoir des risques importants pour les salariés également. Donc, en fait, ce qui vous a été dit, c'est qu'effectivement, les êtres humains sont homéothermes, donc c'est-à-dire qu'ils doivent être dans une forme d'équilibre et que la température centrale du corps ne peut pas évoluer. Et donc, en fait, ça s'explique par cette équation que vous voyez au-dessus. Et en gros, finalement, le métabolisme du sujet auquel on vient rajouter ou enlever le travail, finalement, la charge physique du travail à effectuer, est compensé d'un côté par doit être compensé par des échanges avec l'environnement, par convection, par rayonnement. Le soleil, par exemple, qui rayonne, apporte une chaleur supplémentaire par rapport à la température de l'air. Et puis, par ce qui est produit par le corps en réaction, c'est-à-dire la transpiration ou les échanges par le biais de la respiration, puisqu'on évacue également de la chaleur par le biais de notre respiration. Et tout cela, en fait, nous indique que il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer justement cette équation et donc l'équilibre du corps. Il y a la température de l'air, et on parle beaucoup de la température justement dans ces périodes de chaleur, etc. Il y a la température, mais c'est pas le seul critère. La température de rayonnement, elle est très importante, c'est-à-dire qu'une journée de plein soleil, alors qu'on est à une température de 31 degrés, quelqu'un qui va travailler en plein soleil, une période comme en ce moment, vers le 20-30 août, où le soleil est le plus fort finalement par rapport au reste de l'année, la température de rayonnement est un facteur très très important. Il y a également la vitesse de l'air, puisque la vitesse de l'air, elle peut permettre de rafraîchir ou de réchauffer lorsque la température est plus élevée. L'humidité, qui est également extrêmement importante, puisque quand on a une humidité plus importante, c'est beaucoup plus compliqué d'évacuer de la chaleur par le biais de la transpiration ou par le biais de la respiration. Il y a également l'isolement vestimentaire et donc le métabolisme, la charge de travail qui a un petit peu été évoquée tout à l'heure et sur lequel j'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans le chat. Et donc tout ça impose une analyse de la situation pour déterminer quelles sont les astreintes sur le corps, quelle augmentation de la température centrale tous ces paramètres peuvent-ils engendrer, et puis quelle perte hydrique pour le sujet exposé, parce qu'il n'y a pas qu'une question de température centrale, mais il y a aussi une question de perte hydrique, de transpiration, qui, au-delà d'une certaine quantité, devient critique pour le corps et peut engendrer en fait des dérèglements internes. Donc, pour avoir une évaluation relativement précise, il existe une démarche qui s'appelle la démarche ATP pour astreinte thermique prévisible, qui fait l'objet d'une norme internationale que je vous ai indiquée ici et qui est appuyée
par un outil qui a été développé par l'INRS qui vous permet en fait de vous approprier cette norme. Cet outil, il est en consultation libre sur Internet et qui va vous permettre à partir de données comment dire, d'observation ou de mesure, eh ben, de faire une évaluation. Alors, c'est un outil qui est relativement expert, hein. Il faut quand même avoir une certaine compréhension des phénomènes, être équipé d'appareils de mesure, etc. Et puis être capable de faire une observation assez fine de l'activité pour déterminer finalement le métabolisme. Donc voilà, vous avez cet outil, mais qui est plutôt un outil expert. Et puis, vous avez alors un outil qui est en cours de développement côté INRS au niveau français, mais il y a déjà un outil existant qui est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais qui a le mérite d'exister, qui a été développé par l'IRSST au Canada et qui vous permet, à partir d'éléments simples, comme la température à l'ombre, l'humidité, la condition d'exposition, une évaluation sommaire de la charge de travail et comment dire, de l'isolement vestimentaire, de déterminer un niveau de risque. Alors voilà, c'est un premier niveau. Elle est pas cette démarche d'évaluation simplifiée, elle n'est pas basée sur la méthodologie, la norme internationale que je vous ai présentée juste avant. Elle a le mérite d'exister, donc ça peut être un premier élément pour un petit peu se situer voilà, avec un niveau de risque qui est indiqué. Ça a le mérite d'exister, donc c'est disponible sur le site de l'IRSST, et à savoir qu'il y a un travail qui est en cours par l'INRS et par les CARSAT pour développer un outil d'évaluation simplifié qui serait basé sur la démarche ATP dont je vous ai parlé précédemment et qui devrait arriver, si ce n'est l'an prochain, l'année suivante. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des mesures de prévention et puis je vais partir sur les différentes, les grandes catégories de mesures de prévention qui sont les mesures organisationnelles, techniques et humaines. Donc pour ce qui est des mesures organisationnelles, ça a déjà été évoqué, mais c'est important finalement d'assurer une veille météorologique parce que c'est quand même un petit peu la base. Vous n'allez pas mettre en œuvre les mêmes mesures de prévention en fonction des conditions météorologiques qui peuvent avoir lieu. Pour autant, effectivement, le docteur l'a bien dit tout à l'heure, c'est important de ne pas être en réaction, hein, mais d'être proactif et de prévoir certaines choses en amont, donc avant que les situations météorologiques dégradées n'aient lieu. Ensuite, il faut adapter la durée du travail, donc limiter les temps d'exposition. Lorsqu'on est sur des températures comme celles que l'on subit actuellement, eh ben, il faut limiter les temps d'exposition lorsque c'est nécessaire. Adapter les horaires. Et lorsque c'est possible, c'est faire travailler les gens en horaire décalé, plutôt le matin, lorsque c'est possible, effectivement, parce qu'il y a toujours, il existe toujours des endroits où il y a des arrêtés municipaux, notamment, qui interdisent les travaux de BTP en été. Il y a une question qui est sur la saisonnalité des tâches. Parce que ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui va devoir évoluer forcément avec le changement climatique. Il y a certaines tâches qui pourront plus s'effectuer dans les périodes d'été parce que justement, on va subir des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Vous avez une fiche exemple sur votre droite qui est sur le site de l'ADEME d'une entreprise qui a complètement... Alors, cette entreprise a fait de l'isolation sous toiture, hein, enfin quelque chose d'assez classique. Elle a complètement revu la saisonnalité de son activité. Et en fait, durant les mois d'été, ils font quasiment pas en fait de travail sous toiture dans les combles pour éviter justement d'exposer les salariés à ces fortes chaleurs. Donc, ils ont une activité qui est plus importante en hiver et en fait une activité qui est très très réduite sur les périodes d'été où il y a des fortes chaleurs. Ensuite, il y a la question des pauses.
il faut effectivement augmenter la fréquence et la durée des pauses. Certains pays comme Chypre et la Belgique notamment ont carrément réglementé sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'en fonction des températures, de l'humidité, eh ben, ils vont imposer une durée de pause qui évolue en fonction de la criticité. Il y a la question du travail isolé, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, ben, il est complètement à proscrire hein, dans ces conditions-là. Il y a la question de l'aménagement des aires de repos, hein, notamment par exemple dans le BTP, hein, on mettra des cantonnements de chantier qui soient climatisés. La fourniture d'une source d'eau fraîche et l'incitation des salariés à boire souvent. Ça, la fourniture d'une source d'eau fraîche, c'est même une obligation réglementaire. La notion de aussi établir une procédure d'urgence en cas de malaise lié à l'exposition à la chaleur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut anticiper également. Et puis, autre chose qui est un petit peu négligée, je dirais, c'est la prise en compte des risques en amont par les maîtres d'ouvrage. Et donc, il va falloir aussi que les maîtres d'ouvrage évoluent dans leur prise en compte de ces risques pour la temporalité de leur chantier. Typiquement, voilà, avoir des livraisons de chantier pour le mois de septembre quand il y a des opérations qu'il va falloir effectuer en pleine chaleur, en plein été, ben ça se prévoit, quoi. Dans les régions de montagne, typiquement, on ne fait pas certaines opérations en hiver parce qu'il y a la neige. Et ben maintenant, il va falloir que les maîtres d'ouvrage prévoient qu'il y a certaines opérations qui ne pourront pas être effectuées en été parce qu'il y a des températures qui sont trop importantes. Donc maintenant, je vais passer sur les mesures de prévention technique. Alors, les premières mesures, c'est la réduction de la température lorsque c'est possible. Là, on parle plutôt du travail à l'intérieur des locaux. Donc, il y a par exemple la récupération des frigories. C'est l'équivalent des calories, mais pour le froid en ventilation, avec des échangeurs. Vous avez dans vos logements des VMC double flux, c'est un petit peu le même principe. Hein. Dans l'industrie, dans les entreprises, on a de la ventilation, que ce soit pour le captage de polluants ou tout simplement pour renouveler l'air dans les locaux. En fait, la première des choses, c'est de récupérer les frigories, éviter de rejeter à l'extérieur de l'air relativement frais de l'intérieur du bâtiment et d'introduire de l'air chaud venant de l'extérieur. Donc voilà, il y a des systèmes d'échangeurs qui permettent de faire ça. Il y a ensuite le géocooling qui est en fait la récupération de la température de la terre pour refroidir les locaux. Il y a le refroidissement, la climatisation en passant par des pompes à chaleur. Alors, il y a les pompes à chaleur OO, les pompes à chaleur RO, les pompes à chaleur RR. Je les ai classées dans cet ordre-là parce que effectivement, les pompes à chaleur OO ou RO sont plus vertueuses en termes de consommation énergétique. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aggraver la source du réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi des solutions qui se passent par le rafraîchissement adiabatique et par la ventilation nocturne qui permettent également de rafraîchir les locaux. Ensuite, on peut mettre en place des systèmes, des brises-soleil sur les bâtiments pour éviter justement que le soleil en été qui est relativement haut dans le ciel, ne pénètre via les ouvrants, notamment les fenêtres. Il y a aussi les systèmes de toiture réfléchissante que l'on a vu se développer les dernières années, qu'on appelle cool roofing, qui consiste notamment à peindre en blanc les surfaces de toiture pour éviter l'augmentation de la température liée à l'absorption des rayons du soleil. Mettre en place également des ombrages pour les travaux en extérieur. Hein. Il y a quand même, évidemment, toutes les situations de travaux en extérieur ne peuvent pas être effectuées sous ombrage, mais il y a pas mal d'opérations. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des opérations qui peuvent être faites sous ombrage. Alors, des ombrages, il y en a de plusieurs types. La climatisation des bases vie et des véhicules, j'en ai déjà un petit peu parlé. L'aménagement des cabines d'observation, par exemple dans les carrières, etc., qui peuvent être climatisées. Il y a aussi la notion d'automatiser, mécaniser certaines tâches en ambiance thermique élevée.
puisque on l'a vu tout à l'heure sur la partie équilibre de l'homme dans son environnement, ben, en fait, quand la charge de travail est plus importante, ben, effectivement, là, on vient augmenter la température centrale du corps. Donc, si on peut mécaniser, éviter que ben, on ait des tâches lourdes, on va le faire. On utilise des aides mécaniques pour réduire la dépense énergétique, c'est ça. Et puis, lors de la conception de nouveaux bâtiments, on a également le fait de prendre en compte le confort d'été dans les choix architecturaux. Donc, les brises soleil, c'est un exemple, mais il y a plein de choix architecturaux qui permettent aujourd'hui d'améliorer le confort d'été. Donc voilà quelques exemples de mesures de prévention, des cantonnements de chantiers climatisés, la peinture des toitures, la récupération par le géocooling de la fraîcheur de la terre, la mise en place d'ombrage sur des chantiers, les brises de soleil que vous avez ici. Et puis le dernier point, qui est le moins haut, j'ai envie de dire, dans les mesures de prévention, dans les principes généraux de prévention, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant, c'est les mesures de prévention humaine, avec l'information des salariés sur les risques spécifiques liés à la chaleur et les mesures de prévention qui soient prévues, la mise en place de formations adaptées au poste de travail et au port des EPI, avec la notion également de compléter, si besoin, la formation des sauveteurs secouristes du travail pour prendre en compte spécifiquement ce risque-là. Et la typicité des coups de chaleur, etc., et comment les prendre en charge. Mais ça a déjà été évoqué par le médecin tout à l'heure. Sensibiliser aux mesures d'hygiène de vie permettant de réduire les risques liés à la chaleur, c'est également important. Alors là, effectivement, il y a une notion qui est à la limite entre la vie privée et la vie au travail. Malgré tout, il y a quand même une partie de la journée qui se déroule au travail. Donc la tenue de travail, l'alimentation, les boissons. Et ça a été évoqué tout à l'heure, mais le fait de ne pas boire d'alcool, de ne pas prendre de stupéfiants, etc. Fournir des vêtements de travail de couleur claire qui permettent l'évaporation de la sueur. Fournir des couvre-chefs munis de couvre-nuque en cas de travail en extérieur et d'exposition prolongée au soleil. J'ai vu que c'était une question qui était posée dans le chat tout à l'heure. Mais ça incombe à l'entreprise de fournir ces éléments. C'est de la protection individuelle, c'est des équipements de protection individuelle. Donc sur les chantiers, sur le travail en extérieur, on fournit des couvre-chefs. Et puis la fourniture des équipements de protection individuelle qui soient adaptés, qui permettent de réduire l'inconfort thermique. On voit aujourd'hui se développer plusieurs types d'équipements de protection individuelle, des gilets rafraîchissants, des choses comme ça. Je vous ai mis des exemples par la suite, à étudier en fonction du type de poste de travail, de la pertinence du port de ce type d'équipement. Voilà, vous avez un guide de l'OPP BTP sur les équipements rafraîchissants. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, il y a quand même des équipements qui permettent d'apporter un peu plus de confort. La démarche de prévention, elle ne doit pas être basée uniquement là-dessus, mais ça peut venir en complément. Voilà. Et puis la sensibilisation, encore une fois, avec des affiches, avec de la communication, de la formation. Et donc, j'en ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup, Thomas. Ce que je vous propose, c'est comme vous allez avoir les supports, je vais avancer très rapidement sur cette partie. Donc voilà, juste vous préciser que vous aurez les liens actifs directement sur... voilà, il y a une première page de liens utiles, vous pourrez les retrouver ici. Donc vous retrouvez les outils de l'INRS. Ça, c'est nos prochains rendez-vous. Donc, soit vous avez les liens d'inscription qui sont actifs pour les prochains, ou sinon, vous retrouvez le replay des webinaires pour les sujets qui peuvent vous intéresser. C'est le même cas sur cette page. Voilà. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la partie questions-réponses. On a un petit peu dépassé le temps, on s'en excuse. Voilà, avec la reprise de vos questions. Sachant que certaines, vous avez vu, on a déjà apporté des réponses en fait dans les présentations. Donc, si je reprends cela au niveau
du départ, donc sur le risque de forte chaleur, en fait, est-ce qu'il doit être inclus dans l'ambiance thermique? Je pense que là, la réponse vous a été apportée par la partie réglementaire. Peut-être une question qui est à faire en lien avec les outils, en tout cas d'évaluation. C'était la toute première, celle-ci là pour nos experts. C'est comment faire une gradation des activités physiques modérées à fort et quels sont les paramètres à prendre en compte. Donc, il y a eu quand même un premier niveau de réponse pour moi de la CARSAT avec les deux outils d'évaluation. Oui, il y a l'outil de l'INRS qui reprend les éléments de la norme. Et en fait, dans la norme, vous avez différentes activités, différentes charges de travail. Donc, vous pouvez aller chercher de ce côté-là. Maintenant, après, si ça vous paraît trop complexe, vous pouvez faire une évaluation relativement sommaire. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, la partie sur Et vous les pouvez être accompagné si nécessaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez aussi solliciter votre médecine du travail ou la CARSAT, le cas échéant. Très bien. Donc, je déroule dans le fil, hein, désolé. Donc, sur les EPU, donc là, la réponse a été donnée. Donc, c'est bien l'employeur de fournir les EPI adaptés. On va revenir à des EPI plutôt spécifiques après, mais il y avait juste une question sur la réglementation. Donc là, je pense que la DRET va pouvoir apporter des compléments sur en fait, les prescriptions et les obligations en fait, de non-travail, si j'ai bien pu comprendre, au niveau des apprentis et des mineurs, voire des stagiaires. Alors, peut-être un petit complément. Alors, j'ai répondu à cette question, hein, dès lors qu'il est interdit de faire travailler des mineurs sous température extrême à partir du moment où il est apprenti, il est salarié, donc c'est interdit, et stagiaire encore plus. Hein. Donc, dès lors qu'il fait une température extrême, vous devez demander aux salariés mineurs d'arrêter de travailler, qu'ils soient stagiaires, apprentis ou salariés saisonniers, par exemple. Peut-être, moi, je souhaiterais revenir, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, alors je me permets de poursuivre, hein, Vincent, autour autour de qui est concerné, parce que la manière dont le décret est formulé au départ peut susciter des questions. Donc, moi, je vous dis, tous les employeurs et tous les travailleurs de tous les secteurs d'activité sont concernés par ce décret. Voilà. Après, il y a des dispositions spécifiques pour les travailleurs indépendants et employeurs, mais travailleurs indépendants et employeurs qui exercent dans le BTP et sur les chantiers forestiers et sylvicoles. Mais tous les employeurs et tous les travailleurs de tous les secteurs d'activité. J'insiste encore une fois, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions autour de ça. Voilà. Très bien, peut-être là, un retour d'expérience sur des personnes qui sont amenées à travailler du coup à l'extérieur et chez des personnes, je pensais peut-être sur des services à la personne, où ils vont chez des clients en fait, sur des exemples que vous auriez pu voir ou que vous pouvez partager sur notamment la mise à disposition de l'eau. Alors, la première chose que je tiens à dire par rapport à ça, je laisserai la parole à Thomas s'il souhaite s'exprimer, c'est que c'est l'employeur qui est quand même responsable de la santé et sécurité de ses salariés. Donc, effectivement, c'est à lui de fournir l'eau. Le cas échéant, d'avoir un accord avec l'entreprise accueillante pour qu'il puisse avoir à disposition et proche du poste de travail de l'eau fraîche et réfrigérée. Et c'est à l'employeur d'adapter l'organisation du travail. S'il y a une entreprise accueillante, il devra y avoir un protocole avec cette entreprise. Mais l'employeur, en aucun cas, ne peut se décharger sur une entreprise qui a créé un de ses salariés. Oui, mais tout à fait. Je rejoins tout à fait ça. Après, dans le cas que Vincent évoquait, on peut être chez des particuliers. Il y a la question d'une société de propreté d'entretien d'espaces verts là, qui posait la question sur la mise à disposition d'eau fraîche. Si il se trouve que la personne, le particulier chez qui on va faire les travaux ne peut pas mettre à disposition d'eau, etc., c'est à l'entreprise intervenante, donc à votre entreprise, de se charger de mettre à disposition de l'eau. Enfin, dans tous les cas, c'est à votre entreprise de s'assurer que vos salariés auront bien de l'eau fraîche à disposition. Alors, si ce n'est pas au travers d'un point d'eau, il faut que ça soit avec des bouteilles d'eau
qui puisse être maintenu au frais, typiquement dans une glacière. Enfin voilà, après c'est des questions pratiques, mais j'ai envie de dire, c'est à la charge de l'entreprise de s'assurer que ses salariés auront suffisamment d'eau fraîche à disposition sur leur chantier, quoi. Ensuite, de façon globale, il y a eu plusieurs questions sur les protections individuelles, donc notamment qui sont là pour protéger les personnes. Donc, on a eu une activité sur de la mécanique. Comment faire en fait quand les personnes aimeraient peut-être être en tenue plus légère, mais en fait, la dangerosité de leur activité impose des Oui. tenues complètes. Eh ben, ça a été Alors moi, évoqué. Ouais, ça a été je vais évoqué tout juste à l'heure. prendre la main et je te laisse la parole. Oui, bien C'était sûr. juste dire qu'avant de penser équipement de protection individuelle, on l'a répété à plusieurs reprises, il faut penser organisation du travail et principes généraux de prévention. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a des EPI qui doivent être portés pour des questions de santé et sécurité. Ils ne sont pas compatibles avec le risque chaleur où on sait qu'on met le salarié on ne protège pas sa santé et sécurité. Il faut s'interroger sur l'organisation du travail. Comment je fais, soit pour aménager mes locaux, si c'est des postes extérieurs, comment je fais pour faire en sorte que mon salarié puisse travailler dans de bonnes conditions, autrement que par l'équipement de protection individuelle. Voilà. Je te laisse la main. Non, mais écoute, je pense que tout est dit. Voilà, c'est exactement ça. On a vu aussi tout à l'heure dans le bilan thermique du corps que effectivement, les vêtements avaient une influence sur l'équilibre thermique. Donc, si on a des vêtements très isolants, ou plus isolants que un short ou etc. Parce que voilà, c'est des EPI et que l'entreprise veut que ces EPI soient portés pour la protection des salariés, il faut que ça soit pris en compte dans l'évaluation du risque. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y a une question sur cette évaluation du risque et sur le niveau expert de l'outil. En fait, je dirais que ça dépend aussi de la capacité de l'entreprise à faire cette évaluation. Et si elle n'est pas capable de le faire par elle-même, elle peut essayer de s'appuyer sur des acteurs externes, les services de santé au travail, les CARSAT, voilà. Est-ce que vous auriez un retour d'expérience sur les personnes qui sont en travail posté, donc en travail 3x8? Pas Je spécifiquement. peux prendre la main. Là, quand même, de façon générale, là, on est en train de screener tout ce que je fais. Enfin, il y a un problème de méthodologie générale pour approcher ce sujet, selon moi. C'est-à-dire que là, on a plein de questions où, voilà, il se passe ça dans mon atelier, je fais toujours comme ça. Et comment vous pensez qu'on met l'eau? Comment on fait ci? Comment on fait l'eau? Alors que le message de de ce webinaire, c'est de réfléchir à son organisation de travail et d'adapter l'organisation de travail en fonction d'une difficulté particulière qui est le travail sous forte chaleur. Donc après, se dire, moi, je ne sais pas de quelle entreprise on parle, je ne sais pas qu'est-ce qui justifie qu'on fait travailler les gens entre 3-8 dans cette entreprise. Peut-être qu'au même titre que dans certains secteurs, on dit on commence tôt, on finit plus tôt. En faisant attention toujours, tout le monde sait, les heures les plus chaudes de la journée, c'est 11h, 15h. Donc, je fais plus tôt et j'arrête mes gars à 14h, c'est carrément la boulette. Pardon l'expression, mais c'est quand même pas la grande idée du siècle. Et sur le 3-8, du coup, ça veut dire selon la région où on est, sur les 2 ou 3 mois d'été, je réfléchis à mon activité. Est-ce que je peux pas faire un 2-8 sur les bonnes périodes, enfin les faire travailler de façon différente? Donc ça, je trouve que c'est une question à laquelle, je ne sais pas qui a posé cette question, mais nous, on peut pas répondre pour vous. C'est à vous d'évaluer le risque dans votre entreprise, de réinterroger l'organisation du travail, parce que quand on dit changer une organisation du travail, ça veut dire qu'il y a toute une analyse en amont en tant qu'employeur et en tant qu'entrepreneur, de se dire, bon, comment je fais? Le message là, c'est il faut réfléchir en amont et il y a un code du travail qui a été modifié et vous avez des obligations. Mais je veux bien quelqu'un d'autre prenne, mais on ne peut pas donner une réponse au cas par cas.
Oui, et puis au-delà de ça, au-delà de l'évaluation, on voit qu'on a beaucoup de questions qui tournent autour des EPI. Et Virginie l'a dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, les EPI, c'est pas la priorité. La priorité, c'est effectivement de réfléchir aux mesures organisationnelles et aux mesures techniques qui sont beaucoup plus pérennes que les mesures enfin, humaines et en particulier liées aux EPI, quoi. Donc, il faut vraiment mettre le paquet sur l'organisationnel et sur le technique pour traiter ces situations-là. Voilà. Et alors, il y a une question aussi quelqu'un qui parle d'un atelier de mécanique et la mise en place d'un brasseur d'air. Ben, attention, parce que suivant la température qu'il peut faire dans l'atelier, un brasseur d'air, ça peut aggraver le phénomène. En dessous de 35 degrés, c'est une bonne chose, ça peut être une bonne chose. Au-dessus, typiquement, on va aggraver la situation. Donc voilà, dans un atelier, il faut plutôt travailler sur des solutions pour éviter la montée en température de l'atelier, mettre en place un système de rafraîchissement. J'en ai évoqué plusieurs tout à l'heure. Le brasseur d'air, c'est peut-être pas la bonne solution. Et puis voilà, donc encore une fois, ne pas aller sur les EPI en priorité. Il faut d'abord trouver d'autres solutions, quoi. C'est des solutions plus complexes à mettre en œuvre. C'est pour ça que ça prend du temps et ça prend de la réflexion. Et c'est pour ça que ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut le prendre en amont. Et il ne faut pas attendre que la canicule arrive pour se dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je donne comme pays à mes salariés. Parce que ça répond pas au problème, en fait. Et c'est complètement l'esprit du texte, hein. L'esprit du texte, c'est vraiment, c'est un risque à part entière comme les autres. Et j'y réfléchis, j'évalue ce risque. Et alors là, effectivement, on est en période caniculaire, donc on va mettre des dispositions en œuvre, mais tout au long de l'année, on va réfléchir à comment je construis mon évaluation, quelles mesures je mets en place en face, et pour mettre en place une vraie organisation adaptée et pas uniquement des solutions de secours, je dirais. Voilà. Il y avait une question sur les aides financières potentielles en lien avec ces nouvelles mesures. Pardon, excuse-moi Vincent, tu disais c'est les aides financières en lien avec des aides financières, c'est ça? Oui, est-ce que du coup, dans le cas des dispositifs existants ou potentiellement à venir, il y a des aides financières sur ces mesures? Oui, alors il existe des subventions, notamment pour le BTP, où on finance par des subventions de prévention des cantonnements de chantier. Et effectivement, la climatisation est prise en charge dans ce cadre-là. Après, sur d'autres aides financières, pour l'instant, c'est un peu prématuré d'en parler. Ouais. Il est possible que ça vienne dans un avenir, je dirais, moyen terme. Alors, et pour les gens qui ne sont pas dans le BTP, ben, vous venez d'avoir la réponse. A priori, uniquement aujourd'hui dans le secteur du BTP. À ma connaissance, oui. Voilà. Après, du coup, on a fait quand même un webinaire là, sur tout ce qui était nouvelles aides financières précédemment. Donc, voilà, vous avez des adresses génériques en tout cas pour en tout cas les aides en CARSAT sur des adresses génériques. Donc, vous pouvez poser des questions spécifiques en lien avec votre demande si besoin. Et j'ai également lancé donc le questionnaire de satisfaction où vous pouvez vous signaler si vous souhaitez en fait avoir un complément d'information et être rappelé par votre conseiller local pour potentiellement voilà, approfondir ces questions-là. Alors, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions puisqu'il y en avait certaines qui avaient la même thématique. Si jamais c'est pas le cas, je vous laisse à la limite la copier-coller dans le chat, sachant qu'on a un petit peu dépassé le timing. Mais voilà, n'hésitez pas à recoller peut-être une question où on n'aurait pas répondu. Ah ben si, il y en a une là. Voilà, sur des thermomètres corporels efficaces qui permettraient aux salariés très exposés
de voir sa température et le prévenir du risque de déshydratation par une alerte. Est-ce que ça, c'est des dispositifs déjà qui existent? Alors, il y a des choses qui existent, effectivement. Il y a des bracelets qui mesurent la température, etc. Maintenant, se fier uniquement à ça pour prévenir les risques de coups de chaleur, je pense que ça serait une grave erreur. Parce qu'on a assez peu de retours sur la fiabilité de ces dispositifs-là. Et puis, parce que, enfin, voilà, à un moment donné, c'est pas la température centrale du corps n'est pas celle de la température enfin, au niveau de la peau, quoi. Donc, voilà. Enfin, moi je pense que c'est une fausse bonne idée, quoi. Ok, on va peut-être un complément du docteur. Oui, mais je vais tout à fait dans le même sens. Il y a eu quand même plusieurs expérimentations et plusieurs personnes, je reprends le terme, qui ont eu cette fausse bonne idée de se dire, tiens, on va mesurer, puis en plus, ils mettent des beepers en disant, au-delà de ça, attention, faut s'arrêter. On a bien vu que dans les signes de déshydratation, les signes d'épuisement à la chaleur, vous avez remarqué que dans le listening, je n'ai pas mis le niveau de température. Ça varie de l'un à l'autre. Et si j'élève ma température cutanée externe, peut-être que je vais élever un peu plus haut que quelqu'un d'autre, mais je suis en train d'évacuer par convection avant la sudation. Donc, il vaut mieux se fixer sur les signes physiques, sur la sensation de malaise, sur la sensation de soif, que de se dire on pousse jusqu'au bout. Et puis, à telle température, on ne peut plus faire. Pour moi, c'est absolument pas fiable. C'est vrai que ça a été testé, mais donc ça se verra en vente. Mais moi, j'ai lu aucune étude qui prouve la pertinence de cette modalité de surveillance. Et puis en plus, on reste encore une fois sur une approche individuelle, quoi. Donc en Très fonction de bien. l'utilisation et du port effectif, quoi. Après, c'est toujours le problème. Du coup, j'ai pas vu de questions se réinscrire dans le chat, donc voilà, on va estimer qu'on a répondu à l'ensemble de vos demandes pour ce webinaire. Donc, merci du coup à nos experts du jour pour leur présentation. Donc, elle vous sera transmise par mail par votre CCI local et vous aurez également accès au replay. Et voilà. Mais merci à vous du coup d'avoir participé à ce webinaire qui nous a éclairé sur les mesures de prévention à mettre en œuvre face au pic de chaleur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et Bonne s'il y journée. en a qui ont des problématiques ou qui veulent venir découvrir plutôt la mallette interactive RPS, il y a un webinaire qui est dédié à ça à 14h30. Donc je vous retrouve, pour ma part, je serai là pour réanimer ce webinaire. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée.